C'est à moi de commencer du coup parce que c'est moi qui ai éventuellement. monté. Donc merci d'être venu déjà. Ouais, bah, bonjour à Sympa. tous et bienvenue à Frames. Ravi de vous voir. J'imagine que, enfin, qui connaît pas Axiom ici, parce que ça c'est pas Tu la. lèves la main, tu connais pas Axiom? C'est un peu la conférence, il faut connaître un peu pour oser s'inscrire, je pense. Oui, sinon ça c'est absurde. C'est encore pire qu'un titre comme Le Paradoxe de Newcomb, Effectivement, qui est déjà assez. qui est ultra putaclic. Vous connaissez tous Axiom du coup? Ouais. Ouais. Vous êtes des connaisseurs? Ah, il y a quelqu'un qui connaît pas Axiom? Ah ouais, je pense que tu peux partir. Ça peut être accueillant. Donc, le principe, c'est en général, c'est des vidéos de 4 heures à peu près, où on discute de vidéos YouTube qu'on a vues le mois d'avant. Donc là, c'est 40 minutes, donc c'est à peine un axiome, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça va être un axe. Un axe. On va appeler ça une conjecture, du coup, en se disant. Voilà. Donc voilà, on va faire à peu près la même chose. Honnêtement, ça se passe vraiment comme ça en vrai. Hein. Quand on se tourne, il y a vraiment pas énormément de préparation. C'est très. Là, on est relativement préparé. On a vu la vidéo. On a avant. décidé d'une vidéo déjà il y a 10 minutes. En plus, on l'a vu. Et on l'a vu ensemble. Donc la vidéo dont on va parler, c'est une vidéo de Flares qui est sortie ce matin ou hier soir, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, C'est c'est toute tout neuf. récente. On va vous la spoiler. On va vous la spoiler, désolé. Ouais. Qui s'appelle Quelles sont les prochaines blessures narcissiques De l'humanité. de l'humanité. Il me semble. Du coup, il y a pas mal d'exemples dans cette vidéo où on a eu tendance, il y a eu beaucoup de façons de penser qui ont eu tendance à mettre l'humain au centre. Typiquement en disant que l'humain est la création divine, par exemple. Et petit à petit, dans divers domaines, que ce soit en psychologie, en astrophysique, ou dans d'autres domaines, en philosophie, on a eu tendance à avoir de plus en plus des théories qui mettent l'humain loin du centre, considérer que, par exemple, l'humain, ou en biologie, par exemple, la théorie de Darwin, qui dit que l'humain n'est qu'une espèce vivante parmi plein d'autres et qu'elle n'est pas du tout l'aboutissement d'un processus. C'est un animal parmi d'autres. Quoi. Ouais. Alors, en fait, le concept de blessure narcissique, il vient de Freud, qui, de façon extrêmement prétentieuse, disait qu'il y a 3 blessures narcissiques. C'était Galilée en premier, qui avait l'homme n'est plus au centre de l'univers, maintenant c'est l'héliocentrisme. Et ensuite c'était Darwin, l'homme n'est plus qu'un animal comme les autres. Et Freud considérait que la 3e blessure narcissique c'était la sienne, parce qu'il montrait que l'homme n'était même plus le maître chez lui, que sa conscience n'était plus seule finalement, qu'elle était dominée par d'autres parties de sa psyché. Voilà, c'est un peu prétentieux de sa part, d'avoir dit que la 3e blessure narcissique c'est moi. Ceci dit, c'est pas totalement. Tu peux te dire que. Même s'il avait complètement déliré sur ces théories, le côté effectivement en fait, il y a énormément de mécanismes inconscients dans notre esprit, c'est resté assez juste en fait, mais confirmé d'une façon différente. Ouais. Et donc toute la vidéo c'est sur imaginer quelles sont les prochaines blessures narcissiques. Donc l'idée d'une blessure narcissique c'est je sais pas, qu'est-ce qui pourrait caractériser le fait quelque chose est une blessure narcissique. On pourrait dire il y a un côté on pense être spécial, on pense avoir une place à part, et puis on se rend compte qu'en fait non, c'est ce genre de truc. Alors quel exemple il donne il donne toute une série d'exemples. C'est vrai que j'avais fait pause parce que je regardais la vidéo avec un ami, et je sais pas, je commençais à en discuter, et globalement tous les trucs dont on avait discuté étaient venus dans la suite. Ah, d'accord. Donc, c'était pas moi cet ami? Non, désolé, Si tu me trompes c'était avec tout à quelqu'un l'heure. d'autre. C'était, désolé. Ouais. D'ailleurs, si vous avez vous voulez interagir, en fait, il y a un micro. Profitons-en, on prend l'ambiance. Donc, à votre avis, ce serait quoi, par exemple, les prochaines blessures narcissiques de l'humanité, si quelqu'un veut essayer d'imaginer? Ouais, l'IA forte. Hein. L'IA forte. Ouais. L'humain n'est pas le seul intelligent. Non plus l'intelligence. L'intelligence, ça calme. Ouais. L'humain ne serait pas l'espèce la plus résiliente sur la planète. Ouais. Par exemple, s'il y a une catastrophe qui arrive, on ne sera pas les derniers survivants. Les cafards, ils sont percés de tardigrades, ils ont toujours. C'est impossible à éliminer. Je me sentirais pas trop attaqué dans ma. J'ai pas l'impression. C'est pas une idée qui me paraît au cœur vraiment de ce qu'est la conception de l'être humain, cette idée. Effectivement, l'IA forte, par contre, ça faisait partie des trucs qui sont dans la vidéo, forcément. Qui a vu la vidéo par le plus grand des hasards? Elle est sortie ce matin, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vue. Putain, mais vous bossez pas, quoi. C'est ça, YouTube, on regarde les trucs direct. Donc, il y a d'autres suggestions, des trucs.
qui pourrait... Un peu dans le même type que l'IA, que notre conscience phénoménale n'est pas plus différente que celle de n'importe quoi d'autre. Enfin, on n'en a pas, et pas plus que n'importe quoi d'autre. Ouais, effectivement, je crois que ça fait partie des trucs qui sont cités dans la vidéo. Ouais, ça peut être assez violent comme idée. Il y a un excellent thread de Twitter avec une longue discussion entre Thibaut et Patrick Beau Axolot sur ce sujet très récemment. Donc, ouais, effectivement, au débat, et Patrick Beau était vraiment extrêmement choqué et genre ça lui faisait mal l'idée qu'on puisse défendre l'illusionnisme, enfin, la théorie sur laquelle il n'y a pas vraiment d'expérience phénoménale. Il supportait pas ça, quoi. Ça lui faisait mal. Et je pense que c'est une caractéristique souvent justement quand on parle de blessure narcissique, c'est que c'est dur à accepter, quoi. Ça fait mal de l'enlever, quoi. C'est presque une raison pour laquelle on devrait se méfier. Un des exemples qui donne de blessures narcissiques potentielles futures dans la vidéo, c'est l'idée qu'il n'y a plus de libre arbitre. Je trouve ça un peu curieux de donner ça comme exemple parce qu'en un sens, je ne dirais pas qu'on y est déjà, mais c'est une idée qui est plus si folle. Et en plus, pendant très longtemps, on n'avait même pas le concept de libre arbitre, on s'en sortait très bien. L'idée que ce serait vraiment hyper important d'avoir le concept de libre arbitre pour avoir, je sais pas, une morale, une justice, etc. En fait, historiquement, c'est assez récent, en fait, le concept de libre arbitre, ça vient avec la théologie, en fait, avant qu'on ait la théologie chrétienne ou équivalente. C'était pas tellement un sujet. Et aujourd'hui, bon, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'une croyance forte en un libre arbitre pour estimer que peut y avoir des intuitions morales qui tiennent et il peut y avoir une justice qui fonctionne, etc. Ouais. Donc, mais c'est typiquement, je prenais cet exemple-là parce que Patrick Beau aussi avait l'air d'être assez attaché à l'idée qu'il y a un libre arbitre. Et on l'aime bien, Patrick. Hein. Oui, on adore, il est merveilleux. Mais pareil, c'est typiquement le genre de truc où juste t'y tiens parce que ça te fait plaisir, parce que t'as envie d'y croire, mais un libre arbitre au sens métaphysique, vraiment l'idée, je sais pas, que tu inities des séries causales qui ne sont causées par rien d'autre du point de vue physique, c'est une thèse qui est extraordinairement forte et on a plutôt de bonnes raisons d'y croire depuis un bon moment, quoi. Ouais. Donc, je vais revenir à l'intelligence artificielle parce que c'est mon sujet préféré. Mais c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup ça dans l'histoire de l'intelligence artificielle, cette idée que on a conçu une IA. Par exemple, typiquement les échecs, pendant longtemps, c'était considéré comme le jeu où l'intelligence humaine brillait un maximum, quoi. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont dit il faut que l'IA batte. Tant que l'IA ne bat pas l'humain reste supérieur à l'IA. Et puis bon, un jour, il y a eu Deep Blue qui a battu Kasparov. D'ailleurs, c'est assez marrant quand j'y réfléchis à chaque fois. On identifie ce moment où l'IA a battu Kasparov. Alors que, tu pourrais dire, l'IA bat la plupart des humains aux échecs, c'est déjà un truc assez incroyable. Effectivement. Elle bat le meilleur d'entre nous. Et le réflexe qui vient juste après, c'est pas de dire ça y est, l'IA nous a battu. C'est de se dire, en fait, non, mais c'était pas vraiment ça l'intelligence, quoi. On passe à autre chose. Cette citation de John McCarthy qui dit que, je la connais pas par cœur, mais qui dit un truc du genre, dès que ça marche, on n'appelle plus ça de l'IA. Quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, on a tendance à vouloir protéger l'intelligence humaine, quoi, comme si c'était une autre citation de Turing qui est très belle, un truc du genre. L'un des trucs les plus difficiles à accepter, l'idée que qu'une machine peut surpasser l'humain est particulièrement difficile à accepter pour les, je ne sais plus qui ici, je ne sais pas si c'est les mathématiciens ou les philosophes, mais bon, des intellectuels, parce que les intellectuels considèrent que justement l'intelligence c'est ce qui fait l'humain, quoi. Et du coup, par protection de ça, on va défendre un peu plus l'humain à ce niveau-là, et on va dire que du coup les machines ne peuvent pas être comme nous, quoi. C'est vrai que c'est un bon exemple de blessure narcissique probable. D'autres exemples si l'humain, excusez-moi, si l'humain, avec tout ce libre arbitre, se rendait compte que en ayant autant de libre arbitre, menait à sa propre destruction et qu'il avait besoin de règles pour pouvoir subsister, en fait, est-ce que ça serait pas une blessure
d'avoir gagné tout ce libre arbitre pour ensuite se rendre compte que en agissant comme un humain libre, il ne menait pas sa propre destruction. Est-ce que ça serait pas, je trouve que ça serait une blessure de se rendre compte que l'humain a besoin de... On est trop bête pour Il se pense parfait et finalement, après c'est subjectif, mais... Ouais. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a pas mal de modèles de société qui un peu partent de la prémisse que si l'humain était libre, tout ira bien, quelque chose comme ça. Je caricature beaucoup de choses, je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser pas mal de questions sur les vulnérabilités ou les faiblesses des humains et essayer de concevoir des sociétés qui fonctionnent bien, sachant qu'on a toutes ces failles psychologiques. Ouais, ça peut être une sorte de blessure vis-à-vis, je sais pas, une croyance très forte en la démocratie, par exemple, Ouais. de trucs qui nous semblent hyper importants, genre, mais qui en fait ne seraient pas forcément optimales. Ouais, typiquement la démocratie, on associe beaucoup ça avec le fait que si la décision est prise par tout le monde, ça serait une bonne décision. Ouais. Alors qu'en pratique, c'est loin d'être garanti. Ouais. Ça me fait penser aussi, c'est un peu des blessures narcissiques que j'ai pu avoir moi-même. Il y a tout ce qui est la découverte des biais cognitifs. Ouais. Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas si sûr de savoir ce concept. Ouais. Oui, pour le coup, ça ressemble à cette troisième blessure narcissique dont parlait Freud. Mais ça serait plus des choses dans ce goût-là qu'on pourrait classer là-dedans. C'est-à-dire le fait que vraiment nos capacités de raisonnement sont pas du tout fiables, qu'elles se font avoir, qu'on est guidé par des schémas qui sont en fait inconscients et qui nous empêchent. Ouais, effectivement. Okay. Ouais, il y a plein de suggestions, c'est cool. Vas-y. Peut-être aussi avec le transhumanisme, si on est augmenté technologiquement, entre guillemets, ou si on touche à la génétique, etc., on peut se rendre compte qu'en fait, avant, on était nus, qui ne sont pas augmentés, en fait, par rapport à ceux qui sont augmentés. Non, mais l'avantage, c'est que là, on s'en rendrait compte à un moment où finalement, ça ne nous blesse plus. C'est ce qui est plutôt c'est plus agréable. Ça dépend s'il y a deux catégories de personnes. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que globalement, l'intuition que parmi les blessures narcissiques qui peuvent être assez violentes et dont on sent déjà un petit peu les prémices, c'est le fait on avait déjà admis qu'on était un animal comme parmi d'autres avec Darwin, mais il y a vraiment l'idée de plus en plus nette que vraiment la conscience et tout ce qui nous fait, on est vraiment juste des machines, quoi. On est vraiment juste des machines biologiques et prendre vraiment au sérieux ce que ça veut dire, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que ça veut dire, ça change beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on a pensé pendant très longtemps autour de l'âme, autour de la mort, autour de tout ça. Si on prend vraiment au sérieux le fait qu'on est des machines biologiques, que le vivant, ce sont des machines biologiques qui ont progressivement évolué. C'est vraiment très violent, quoi. Je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que ça signifiait. Ouais. Ouais, je veux revenir sur l'inconscient aussi. Il y a tellement... Enfin, notamment quand j'apprends les maths, il y a des moments où j'arrive à faire le truc et j'ai l'impression de progresser, c'est cool. Mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai compris le truc. Parfois, il y a juste, un jour j'ai une idée, mais je sais pas d'où elle vient. Il y a quelque chose de... Ouais, t'as pas de journal de bord que tu peux analyser. Tout est perdu, c'est terrible. J'ai l'impression de ne pas me maîtriser finalement ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. On est extraordinairement opaque à notre propre cognition, en fait. Pendant longtemps, c'était pas frappant, en fait. Les gens, l'idée que voilà, on avait un espèce d'accès immédiat à ce qu'est notre esprit. Aujourd'hui, quand même, on se rend compte à quel point, mais c'est tellement pas le cas. Il y a tellement de choses qui se passent dans le fonctionnement de notre esprit et ce à quoi on a, ce qui est transparent pour nous, et c'est minuscule, en fait. Pour le coup, il avait pas tort, Freud. En fait. Mais il avait même raison dans une proportion qui était difficilement imaginable. Un truc lié à ça aussi, c'est le succès. Quand quelqu'un disons une chaîne YouTube qui a pas mal d'abonnés, on est très fiers, on a l'impression qu'on y est pour beaucoup, quoi. Mais il y a un biais de sélection énorme et tout ça qui fait que en fait c'est dû à beaucoup de chance, quoi. Et je pense que quand on médite la chance, par exemple, que j'ai eu pour en arriver là, c'est un peu une blessure narcissique, quoi. C'est pas moi qui suis
vraiment incroyable. Quoi. Enfin, je pensais être pas trop mauvais, mais j'ai eu beaucoup de chance. Quoi, et reconnaître ce rôle de la chance, je pense que c'est aussi quelque chose de difficile. Quoi. Parmi les exemples que donne la vidéo auxquels on ne pense pas, et en tout cas c'est pas venu dans vos suggestions, il y a beaucoup de trucs autour de la... Parce qu'à l'origine, la première blessure narcissique, c'était vraiment de se dire on n'est pas au centre de l'univers et le Soleil est au centre du système solaire, mais même ça, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le Soleil, non plus, il n'est pas au centre de l'univers, il tourne autour du trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie, et puis même cette galaxie-là, elle est dérisoire. On a vraiment étendu la taille de l'univers au point de se considérer vraiment comme insignifiant, progressivement. Ne serait-ce qu'au XXe siècle, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que pendant longtemps, on ne pensait pas que les galaxies étaient très éloignées. En fait, à un moment donné, quand on a commencé à mesurer ça, la taille de l'univers a vraiment grandi. Je ne sais pas exactement, mais le facteur par lequel l'idée qu'on se faisait de la taille de l'univers a grandi au cours du XXe siècle, il est vraiment effrayant. Presque encore plus qu'à l'époque où on est passé d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique avec des étoiles très éloignées. Et ça, c'est terrifiant. Et on pourrait encore plus augmenter cette idée d'être vraiment minuscule dans une immensité, mais vraiment inconcevable si on prend en sérieux la théorie des multivers, par exemple. Et ça pourrait être vraiment, si on a tout à coup des très bonnes raisons de penser que la théorie des multivers est correcte, que je sais pas, le modèle d'Everett il est correct, on a de bonnes raisons en plus, surtout si on est réaliste. C'est la thèse de je ne sais plus quel physicien qui dit que si tu es vraiment réaliste vis-à-vis de la mécanique quantique, tu dois croire... c'est Sean Carroll qui vient de sortir un livre en plus que j'ai pas encore lu, mais... Ouais. Voilà, si tu es réaliste et si tu estimes que la mécanique quantique, si tu es réaliste vis-à-vis de la mécanique quantique, il faut croire au modèle d'Everett, parce que c'est finalement l'interprétation la plus directe de ce qui se passe. Du coup, ça nous met dans un univers, dans un multivers qui est encore plus incroyablement immense, dans lequel on est des êtres dérisoires à un point qui est extrêmement difficile à concevoir. Et je trouve que c'est pas mal aussi comme exemple de blessure narcissique future, éventuelle. Il y a plusieurs théories du multivers. Donc là, c'est le multivers quantique. Donc l'idée qu'à chaque fois, il y a des problèmes de l'observation, de la mesure en mécanique quantique. Et donc à chaque fois qu'il y a une mesure, donc, quand on ouvre une boîte pour savoir s'il y a un chat à l'intérieur, il y a plusieurs univers qui se créent d'après cette théorie. Il y a des branches d'univers, et nous, on est juste dans une des branches de l'univers. Donc il y a tout un multivers au-delà de nous. Il y a aussi d'autres... théorie du multivers. Donc, par exemple, il y a la théorie de l'inflation qui dit que l'univers grandit, et puis on est dans un des bouts où l'inflation s'est arrêtée, mais il y a tellement d'autres parties de l'univers qui sont très 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 éloignées de nous. Donc on peut parler de multivers, en sens qu'on ne peut pas interagir avec cette partie de l'univers. Il y a des trucs même plus bizarres en théorie des cordes, sur le fait qu'il y a ces constantes fondamentales. Je ne sais pas si je vais en parler. Non, vas-y. Mais ces constantes fondamentales qui sont incroyablement ajustées pour notre univers, pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans notre univers. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'elles ont les valeurs qu'elles ont. Et l'une des réponses qui fait pour le coup écho à Galilée, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Parce que cette valeur est magique, parce que finalement elle permet d'avoir de l'eau sur Terre, donc il y a quelque chose d'un peu magique. Une des explications de ça, c'est que il y a beaucoup de systèmes solaires avec beaucoup de planètes, et il y a plein de planètes où la planète n'est pas au bon endroit, il n'y a pas de vie. Et il y a des systèmes solaires où la planète est au bon endroit, et c'est forcément uniquement sur ces planètes-là qu'il y a la vie. On se trouve qu'on est sur cette planète-là, mais c'est pas étonnant qu'on soit à bonne distance, parce que sachant qu'il y a la vie, il faut qu'on soit à cette distance. Donc de la même façon, il y a ce même raisonnement sur les constantes fondamentales, dire que la plupart des univers sont pas intéressants, mais du coup, sachant que... Disons que pour faire ce raisonnement-là, tu es obligé de supposer qu'il y a une multiplicité d'univers. Si tu supposes qu'il y en a un seul, et si tu supposes que ces paramètres sont vraiment libres, entre guillemets, c'est-à-dire au sens où ils auraient pu prendre n'importe quelle valeur, au sens où c'est des paramètres qu'on ne fait que mesurer, donc on constate, il y a telle valeur, telle valeur, telle valeur, on se dit, mais rien n'empêchait a priori que ça ait d'autres valeurs. Et on se dit, c'est extraordinairement bien réglé, parce que le moins de changements des paramètres aurait abouti à un univers absolument inintéressant, dans lequel il n'y aurait pas de complexité qui permettrait quoi que ce soit, à part des nuages d'hélium et d'hydrogène, bof. Je ne sais pas si vous étiez à la conf de Sciences Étonnantes ce matin, il en parlait justement. C'est une anti-blessure narcissique, ça en fait. On est dans le super univers. Ouais, mais non, parce que ça augmente la taille de ce qu'il y a de la réalité d'une façon effrayante. C'est-à-dire, il y a
il y en aurait une multiplicité, pas forcément infinie, mais en tout cas effrayante, quoi. D'une taille difficilement envisageable. Peut-être J'ai envie qu'on de faire une... pourrait potentiellement ne pas être capable de comprendre aussi, avec nos limites cognitives. Ouais. Ouais, c'est qu'on a tendance à penser qu'on peut comprendre tout de notre monde, enfin, il suffit de réfléchir, mais quand on observe sa complexité de notre environnement au jour le jour, c'est typiquement accepter l'étendue de notre ignorance. Quand on mesure ça, c'est vrai que on se rend compte qu'en fait, on comprend quasiment rien du monde. On ignore même tout ce qu'on potentiellement ignore. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Le côté... peut-être qu'il y a vraiment des limites à notre cognition qui nous empêcheraient de... Après tout, on n'a pas une cognition qui, a priori, est adaptée, est fruit d'une évolution qui viserait à nous permettre de connaître la réalité. Enfin, voilà, on est plutôt adapté. Oui. Moi, je pense à une blessure narcissique peut-être plus proche de nous, qui arrive très vite. Dans un monde de l'image, je pense que, en plus, les gens qui sont sur YouTube ramènent des choses au niveau de la réalité, puisque l'image a transformé, a sublimé la réalité. Je pense qu'on a une grosse blessure qui nous arrive dessus, c'est qu'on ne pourra plus faire ce qu'on fait là. On ne pourra plus se rencontrer. On ne pourra plus oser montrer qu'on est intelligent parce qu'on aura mis une norme tellement haute d'intelligence, de beauté, de critères qu'on est en train de reprogrammer avec. On est des versions, on va devenir des versions Instagram, Snapchat de nous-mêmes, on va avoir des clones de nous-mêmes peut-être, on ne sait pas. Donc tout ça, ça nous renvoie à tout ce qu'on est, au niveau de l'intelligence, de la beauté, tout ça. Forcément, YouTube, ça redonne un souffle à tout ça, parce que ça remet l'humain un peu au centre de ça, mais l'humain, on le dit, va disparaître. Et on sait que dans l'avenir, on ne pourra plus communiquer comme on le fait là, on sera obligé de passer par les applications tierces, on ne pourra plus sortir de chez soi, on ne pourra plus se voir, on n'aura plus la possibilité d'accepter d'être ce qu'on est, parce qu'il y aura une norme tellement haute, tellement élevée, que finalement tout le monde sera blessé narcissiquement de tout ça, sauf si on nous enlève nos émotions. Et là, plus de blessure. Qu'est-ce qui aura causé la hausse de cette norme? La compétition. La compétition. Le YouTube aujourd'hui, c'est quelque part c'est artisanal. Demain, tout sera à nouveau sublimé. Pourquoi vous dites artisanal en nous montrant de nous? On est super préparés. Nous tous, depuis l'arrivée du numérique accessible à tous et diffusable à tous, on est tous acteurs de médias. Donc YouTube, c'est un vecteur, mais tout le monde peut être acteur de médias, alors qu'avant, c'était formaté. On va reformater tout ça, et ça va redevenir quelque chose qui sera inaccessible, automatiquement. Donc on va tous souffrir forcément narcissiquement de ça, à part ceux qui vont émerger peut-être de tout ça. Et tout le reste va être là face à la norme et à se dire, mais voilà, on ne pourra jamais être aussi intelligent, jamais être aussi beau. C'est vrai qu'on a besoin des Marseillais pour se dire, on est plus intelligent que ça. Non, mais c'est fou, hein. On est dans une société où l'image a pris le pas sur ce qu'on est vraiment, et ce qu'on a besoin d'être. Alors est-ce que ça va finir par effacer tout l'humanisme qu'on a? Je ne sais pas, parce qu'on parle d'IA qui, elle aussi, va être plus intelligente, plus belle, plus forte, on va tout remplacer par de l'IA. Et on sortira plus, on peut nous sortir. On va rencontrer quelqu'un, on envoie un avatar. Convaincu. Allez. Je pense qu'il vaut mieux pas se comparer à son propre Instagram, parce que sur Instagram, on est plus beau qu'en vrai. C'est le réseau social le plus déprimant, il paraît. Ouais, apparemment, il y a des vrais problèmes de dépression sur Instagram. Ouais, il y a des associations avec des augmentations de suicides, notamment. C'est toujours un peu compliqué, parce que ces associations, il n'y a pas de causalité, mais c'est pas clair s'il y a causalité. Ouais, non, je sais pas. Après. Une distance, les gens qui sont différents, la vie reprend Moi, ce qui me frappe plutôt justement dans le grand nombre de connexions qu'ont permis Internet, c'est qu'en fait, ça a plutôt permis l'émergence de niches et d'une pluralité des valeurs et des communautés plutôt qu'une uniformisation en réalité. Si vous regardez YouTube, par exemple, le fait qu'il y ait un énorme marché de viewers, si j'ose dire, ça permet à des niches d'être viables, en fait. Ça, c'est assez chouette. On est dans des niches, quelque part, nous. Ça a aussi des travers, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a des niches
moins fréquentables que d'autres. on va dire. D'accord, effectivement. Mais disons, cette idée que ça va créer beaucoup d'uniformité, en fait, ça paraît plutôt faux. Au contraire, ça. Ouais. En tout cas, c'est pas absolument nécessaire. Après, sinon, il y a un autre truc, c'est par rapport à notre réaction vis-à-vis de plus forts que nous, quoi. Donc, par exemple, si on prend le AlphaGo, enfin, le jeu de Go, ou cette IA de Google DeepMind, AlphaGo, qui a battu Licidol et d'autres champions dans le jeu de Go. En fait, c'était. Notamment, il y a le super documentaire sur ça, sur AlphaGo sur Netflix, où il y a clairement une blessure narcissique, c'est-à-dire que vous voyez Licidol après avoir perdu, il est tout triste, le pauvre, et on sent tellement d'empathie pour lui. Mais après la partie, finalement, le Go a explosé, les gens jouaient beaucoup plus au Go qu'avant, et en particulier Licidol a beaucoup progressé apparemment. Et Magnus Carlsen, qui est champion du monde d'échecs depuis un moment, disait parmi les joueurs qui l'inspiraient le plus aujourd'hui, il citait AlphaZero en fait. Ouais. Il disait c'est un joueur qui m'inspire beaucoup. Ouais. C'est comme Alan Turing m'inspire beaucoup. C'est aussi bien d'avoir ces modèles qui sont des gens vers qui on voudrait tendre. Surtout si on accepte qu'on est Puis on n'a pas arrêté de jouer aux échecs ni après AlphaZero, ni après Deep Blue non plus. Ça fait longtemps qu'il y a des machines qui sont meilleures et pourtant on continue. En fait, ça peut ramener justement le jeu à ce qu'il est, c'est-à-dire finalement une activité qui concerne des êtres humains. Moi, quelque part, ça me fait toujours plaisir parce que je sais que je ne serai jamais aussi bon que Kasparov de toute façon. Si Kasparov se fait exploser par une machine, ça me permet de me dire, bon, de toute façon, ça ne valait pas la peine de travailler toute sa vie à devenir le meilleur être humain aux échecs, parce que de toute façon, on ne sera jamais aussi bon qu'une machine. Donc, je trouve qu'au contraire, il y a un côté libérateur dans le fait de savoir qu'on ne pourra pas être le meilleur. Et je pense que, justement, les êtres humains sont très bons en coopérant, en fait. Donc, faut se dire que généralement, les grandes avancées, elles ne seront pas le fait d'individus, elles seront toujours le fait d'une communauté de gens qui travaillent. Peut-être un individu qui aurait une contribution particulière, mais en fin de compte, vaut mieux une communauté d'individus médiocres qui savent bien travailler ensemble que quelques individus extraordinairement brillants, mais qui finalement, s'ils ne peuvent pas se reposer sur le travail d'une communauté de gens médiocres par ailleurs, en fait, ils ne pourront pas grand-chose. Ouais. J'avais entendu parler d'une expérience, je ne sais plus où vous jouez dans un groupe le quotient intellectuel et d'un autre côté le quotient social. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vois de quoi tu parles, c'est un PDF qui traîne sur mon ordinateur depuis un petit bout de temps, il faudrait que je le lise un jour. Mais Mehdi Moussaïd en avait parlé, un truc comme ça quand je l'ai interviewé, où donc en fait on fait des gens qui doivent résoudre des tâches à plusieurs, et dans certains groupes ils mesurent les quotients intellectuels moyens des groupes ou les plus hauts et tout ça, et puis ils étudient aussi un autre truc, sa capacité à détecter l'émotion dans une photo d'une personne, et en fait les groupes qui étaient très très bons en tant que groupe, c'était pas ceux qui avaient un QI moyen très élevé, c'était ceux qui avaient au moins pas mal de gens qui étaient capables d'avoir cette perception des émotions, parce que ça permettait justement de mieux distribuer la parole, de mieux gérer le groupe en fait, d'une certaine manière. Ça c'est un des trucs intéressants, il faudrait que je creuse, que je lise ça un jour. Pardon. Très pertinent dans l'optique hashtag des bâtons mieux. C'est vrai, ça c'est un bel exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme blessure narcissique ? Blessure narcissique, moi je pense qu'il y en a une qui pourrait arriver, peut-être pas, c'est si on s'apercevait qu'on était une civilisation parmi d'autres. Qu'il y en ait 10 000 autres dans la galaxie, et qu'en soit on en soit une assez quelconque. Et j'irais même plus loin encore, le pire ce serait qu'elles soient toutes à peu près au même niveau technologique et que ça nous fasse penser qu'on n'ira jamais plus loin, qu'on n'ira jamais les voir, qu'on va rester confiné sur notre planète jusqu'à une durée de vie moyenne qui n'est pas très élevée, peut-être, d'une civilisation. Enfin, un truc comme ça, c'est complètement atroce. J'avais lu un truc très marrant. C'était un article autour de l'idée d'anthropocène, justement pour dire que l'anthropocène, ça n'a pas de sens. Au sens où, si on disparaît là, je sais pas, dans 200 000 ans, du point de vue géologique, au bout de 200 millions d'années, ça ne marquera pas une ère, ça marquera plutôt quelque chose comme un événement. Il y aura peut-être un pic de CO2, on dira, bon, il y a eu un événement un peu bizarre, une réduction de la biodiversité, et ça ressemblera à ce qui s'est produit assez souvent en fait, dans l'histoire de la Terre. Et le type faisait des développements, et c'est vrai que je me rendais
On a un peu tous cette idée que la première civilisation intelligente, elle est humaine sur Terre, dans l'histoire de la Terre. Et en fait, c'est pas du tout impossible que au Jurassique, il y ait eu une civilisation reptile qui se soit développée à peu près aussi bien que nous jusqu'à ce niveau-là, et puis qui soit disparue juste après, et dont il reste aucune trace, parce qu'en fait, objectivement, si tu laisses passer quelques centaines de millions d'années, les traces de la civilisation, on a l'impression de marquer une trace, de vraiment être important. Mais en fait, non, il y aura probablement. La probabilité pour qu'on trouve quelques fossiles humains est extrêmement faible, et qui reste des traces de notre passage, en fait, est extrêmement faible sur une échelle de temps géologique. Donc en fait, l'article était super marrant, et je trouve ça à la fois effrayant et intéressant. Il disait c'est tout à fait possible que, je sais pas, qu'il y ait une civilisation comme ça, reptile, et qui justement essayait de capturer peut-être des astéroïdes pour les miner, et puis suite à un malencontreux accident, ça s'est écrasé sur Terre, après quoi tout s'est effondré, et puis ça a disparu. Et donc ce qui pourrait être encore plus effrayant, c'est de se dire qu'on n'est pas la première civilisation sur Terre. Et ce serait très difficile d'en trouver des traces, parce que vraiment sur des échelles de temps à ce point, en fait, tout disparaît. Les traces qu'on laisserait sur cette échelle de temps, ce serait la composition chimique de l'air qui a un peu changé pendant un petit moment, vraiment un moment ridicule, ça ferait un pic simplement à peine discernable. Et je trouve ça vraiment, si on découvrait vraiment on avait vraiment de bonnes raisons de penser qu'il y a eu d'autres civilisations qui ont atteint notre niveau de technologique, ou même un peu plus avant dans l'histoire de la Terre, ça pour le coup ce serait une blessure narcissique assez terrible, et qui serait à peu près, qui signifierait qu'on est foutu en fait, probablement. Bon, s'il y en a une, peut-être une seule, ça pourrait aller. Mais deux, ça va, trois. Je suis en train d'imaginer un scénario de science-fiction où on découvre une clé USB qui flotte en orbite, on la récupère, et puis c'est un podcast avec deux vélociraptors qui parlent entre eux et qui s'imaginent qu'il y avait une civilisation 200 millions d'années avant. Ouais, effectivement, parce que tu peux te demander où est-ce que... Parce que sur Terre, en fait, c'est trop vivant, la Terre. Enfin, genre, c'est vraiment, à l'échelle de temps géologique, tout bouge, tout... éventuellement sur la Lune, s'il y a eu des missions lunaires reptiles, si on tombe au bon endroit, parce que c'est un peu difficile, il pourrait en rester éventuellement quelque chose au bout de... je sais pas, on pourrait trouver peut-être un petit module lunaire un peu bizarre, comme ça, éventuellement. Donc on n'a pas encore marqué la Terre suffisamment pour que, si on disparaît et qu'une autre civilisation émerge dans 200-300 millions d'années, ils puissent facilement identifier le fait qu'il y a eu une civilisation humaine, en fait. C'est vrai qu'un des aspects importants de la gloire... En fait, finalement, la blessure narcissique, c'est le pendant de gloire à un moment. Et un des trucs les plus glorieux qu'on imagine souvent, c'est marquer l'histoire. Et si on se rend compte qu'on n'a pas marqué l'histoire de l'univers du tout... Donnons-nous comme objectif de laisser une trace qui sera, je sais pas, on va écrire un Hello there sur la Lune ou un truc comme ça. On envoie ça, on met une clé USB, on envoie ça dans l'espace. Mais comment tu fais pour qu'elle soit retrouvée, parce que... déjà, elle sera quelque part dans l'univers. Bon, elle ne marquera pas énormément l'histoire. Non, parce qu'on a déjà balancé plein de sondes qui vont... Après, le rayonnement cosmique, ça, je ne sais pas s'il restera beaucoup de choses. Ouais. 5 minutes. 5 minutes, ok. Ouais. C'est vrai que sur ces grandes échelles, là, la transmission de l'information, ça devient tout de suite quelque chose de pas facile, quoi, transmettre de l'information sur des c'est marrant parce que je lisais le roman de Gray Egan qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Diaspora, qui est un roman assez ancien. Et notamment, il y a beaucoup de réflexions sur ça, sur comment laisser une trace dans l'univers qui puisse être facilement détectable par des intelligences qui regarderaient le ciel. Et il trouve des solutions qui sont assez élégantes de ça. Mais en gros, c'est des marqueurs... en gros, il y a un déséquilibre entre des isotopes de l'hydrogène qui ne peut pas se produire naturellement, qui est facilement détectable de très loin, ce genre de trucs. Donc, il trouvait des solutions. Voilà. Parce après, il y a marqué l'histoire en laissant une trace, mais après, il y a la qualité de la trace, quoi. Et non, mais après, ils arrivaient quand même. Disons que ça permettait d'être un espèce de balise, quoi, qui pouvait être visible de très loin. Et après, on s'approche, et sur la question, il y avait aussi ils avaient trouvé un moyen de transmettre l'information sur des échelles de temps vraiment géologiques. Et donc, il avait réfléchi à ça de façon assez chouette. Sur ces échelles de temps, il peut faire du stockage sur ADN. Oui, exactement, c'est comme ça qu'il faisait.
Ok, d'accord. Donc il y avait un podcast sur un morceau d'ADN. C'est pas mal ça. Tu codes sur le morceau d'ADN et tu le mets dans un gène avec une bonne probabilité de sélection et tu le laisses dans une espèce vivante de manière à ce qu'il se transmette de génération en génération. Il y a des idées comme ça. Ouais. Bah après, il faut que l'espèce vivante survive. Hein, et puis, on a vu que c'était pas gagné. Les tardigrades, c'est vrai que ces tardigrades, ils meurent pas. Enfin. On peut envahir l'univers de podcast Axiom en changeant les ADN des tardigrades et en les envoyant. C'est un nouveau plan de conquête machiavélique de l'univers. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure narcissique. Alors, on se rend compte que ce ne sera pas possible. Je pense que déjà, moi, quand j'ai lu cet article-là du géologue, c'est Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Vous devriez tous vous abonner à Sciences de Comptoir, c'est vraiment une excellente chaîne. Ou Fiona, c'est encore mieux. Elle l'avait mis sur Twitter. Et quand j'ai lu cet article-là, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on est tous là en train de dire l'Anthropocène, c'est fou, on est en train de bousiller la Terre, mais quelque part, c'est très prétentieux, c'est faux. La biodiversité dans quelques centaines de millions d'années sera à peu près équivalente. C'est très nuisible pour nous quand une espèce disparaît, parce que c'est-à-dire qu'à l'échelle du temps à laquelle on vit ou à laquelle il y a des chances qu'on existe, c'est perdu. Mais en fait, à l'échelle de temps vraiment géologique, il y a eu pire avant, bien pire. Sinon, une autre blessure narcissique dont il parle dans la vidéo, c'est l'argument de la simulation de Nick Bostrom. L'idée, ce serait qu'on... Alors, je ne sais pas à quel point ce serait une blessure narcissique quand j'ai découvert l'argument. Mon idée, il y a quand même cette idée qu'on est dans une réalité, et que c'est la réalité, donc si on se rend compte qu'on est une simulation, cette idée de réalité, on prend un coup. Et du coup, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si... Je sais pas si on avait déjà parlé, mais à quel point je pense que c'est crédible, quelle probabilité tu mets Ça dépend à quel point j'y réfléchis avant. Ça dépend si tu as bu avant. C'est une bonne question. J'ai jamais réussi à... Je pense que je serais assez d'accord avec Nick Bostrom pour dire que c'est irrationnel de penser que cette probabilité, elle est dérisoire, qu'elle est vraiment dérisoire. Je pense aussi un peu irrationnel de penser qu'elle est très élevée. Mais, voilà. Tu penses que c'est irrationnel de penser qu'elle est très élevée ? Ça me paraît irrationnel, mais peut-être c'est juste mon dégoût instinctif pour cette idée qui me pousse à dire ça. Fais gaffe, une blessure narcissique qui va venir. Oui. Est-ce que du coup, Antoine, l'argument de Nick Bostrom qui augmente ta probabilité de conduire dans une simulation, ça a augmenté ta croyance en le réalisme scientifique, le fait qu'il y ait des règles, que l'univers soit codé en C++. Est-ce que ça change oui. Oui. En tout cas, Bostrom a vraiment, l'argument, je le trouve vraiment convaincant. Donc, l'argument, juste pour le rappeler, c'est que soit il n'y a aucune civilisation qui est capable de faire des simulations, donc du coup il n'y a pas de simulation. Soit, il va falloir que j'accélère très vite. On dit d'arrêter. Donc, je vais finir comme l'argument, si ça va. Soit on fait, en fait, les civilisations avancées ne veulent pas être dans une réalité virtuelle. Et en fait, il faut même que la quasi-totalité d'entre elles ne veulent pas être dans des réalités virtuelles. Et si on n'a pas ces deux-là, a priori, dès qu'il y a il y aura pas mal de civilisations qui atteignent le niveau suffisant pour faire des réalités virtuelles. Il suffit qu'il y en ait 1% qui soit content pour que du coup ils fassent des univers virtuels. Et dans un univers virtuel, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus facile d'encoder beaucoup de conscience. On va avoir un gros débat encore sur ce qu'est la conscience, et du coup, dans ce sens, a priori, il y aura beaucoup plus de conscience dans des univers simulés que dans la réalité. Et du coup, nous, vu qu'on n'est pas capable de distinguer si on est on n'a pas plus de raison de penser qu'on est un échantillon biaisé de l'ensemble des consciences dans l'univers. Du coup, ça serait très probable qu'on ait un être simulé. Et moi, je trouve ça très convaincant, quoi. Et je mets des faibles probabilités aux deux premiers cas, du coup, parce que je pense qu'on n'est pas loin déjà des capacités à faire des simulations. Et donc, dans les années ou dans les décennies à venir, sans doute qu'on va atteindre des performances vraiment remarquables. Et bon, si on prend dans un siècle ou beaucoup plus, là, clairement.
Et ça me paraît... Enfin, pour moi, j'aime bien les univers virtuels. Hein, je fais des maths tout le temps. Enfin, c'est un univers virtuel. Donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une proportion de gens qui soient intéressés par ces univers virtuels. Et si c'est le cas, tu parlerais plutôt sur, genre, on est un sous-produit d'une simulation d'univers. En fait, on essaie juste de simuler les conséquences d'un certain réglage du Big Bang éventuellement. Et on passe sous les radars en fait des simulateurs. Ou au contraire, on a voulu simuler cet univers pour produire, je sais pas, une autre civilisation. Ou au moins, on fait partie. Vraiment, on est sous les radars des civilisations. J'ai écouté un podcast avec Nick Bostrom récemment, interviewé par Joe Rogan, où justement il parlait de ça et puis il faisait la remarque que on vit quand même dans une période de l'histoire, alors peut-être que c'est une blessure narcissique et c'est pas vrai, mais qui a l'air vachement intéressante. Il se passe plein de choses au cours des décennies que l'on vit par opposition au Moyen-Âge, des choses comme ça. Et du coup, on a l'impression d'être dans un moment assez particulier. Donc ça donne l'impression que peut-être que ça augmente la crédibilité que l'univers tourne un peu autour de nous, l'univers simulé. C'est marrant, j'aurais pas dit qu'il... Moi, si je devais parier, en admettant que ce soit une simulation, j'aurais plutôt tendance à parier sur le côté on passe sous les radars. Je parierais plus sur ça aussi. Mais c'est un argument qui augmente un peu plus la crédibilité du fait que on n'est pas juste dans un univers simulé pour étudier l'évolution des galaxies en réalité. Bon, alors je crois qu'on nous dit depuis tout à l'heure qu'il faut arrêter, donc on va arrêter. On va aller manger. Merci, on a faim. Je ne sais pas si vous avez faim. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était super. C'était très sympa. Hop, je vais faire une petite dernière image. Hop. Voilà. Super.